Alors, on va travailler, on va travailler sur le cours essentiellement aujourd'hui. Comme certains m'ont demandé par mail, je vais essayer d'expliquer certaines choses au tableau. Et vraiment, il ne faut pas hésiter à m'arrêter, à me poser des questions. Vous utilisez assez peu le micro, mais vous pouvez vraiment l'utiliser pour intervenir comme en classe. Et puis, bon, il y a le chat aussi. Voilà. Donc, on va commencer par le cours. On va commencer à définir, hein, puisqu'on n'a que ça, enfin, que entre guillemets, ça à faire. Donc, on avait travaillé la dernière fois sur les primitives. Et là, on a travaillé sur les intégrales. Donc, sur les premiers calculs d'intégrales, on va voir que tout au long du chapitre, on verra ensuite des méthodes pour calculer des intégrales. La définition formelle de l'intégrale, alors je vais reprendre mes petites annotations pour que ça soit clair. Voilà, comme ça, par exemple. Ça ne marche pas. Voilà, ici, bon, pas très propre. Donc, on a une définition qui nous dit que l'intégrale entre a et b, AB d'une fonction de f de t dt, c'est l'image de b moins l'image de a par une primitive de petit f. Ce qu'on écrit. Alors, cette notation ici, elle permet d'exhiber une primitive. Alors, quand je dis souvent la primitive parce que je prends parmi les primitives celle qui n'a pas de constante. C'est le plus simple. Et ensuite, on calcule les images f de b moins f de a. Des remarques ici qui sont importantes, justement. Alors, pourquoi je disais que ça servait à rien de prendre la constante? Parce qu'on s'aperçoit que la constante, si on prend une constante quelconque k, ici, elle va disparaître au moment où on fait la soustraction. Donc, même si vous prenez une autre primitive à une constante près, la constante va s'éliminer par soustraction. Autre point qu'on peut souligner, c'est le fait que la variable, hein, c'est un peu comme pour par exemple, quand vous faites des sommes, qu'on appelle un indice dans la somme. Ici, la variable est muette. Ça veut dire que vous pouvez utiliser t, x, y, la variable que vous voulez. L'important, par contre, c'est de bien utiliser le dt ou le dx qui nous indique quelle est la variable d'intégration. Alors, vous allez dire au début, ça ne sert peut-être pas à grand-chose, mais vous verrez que quand on aura une fonction qui dépend de deux paramètres, par exemple de x et de n, il faut savoir par rapport à quelle variable on intègre. Donc le dx nous dit qu'on intègre par rapport à la variable x. C'est important de bien penser à écrire dt ou dx suivant la variable que vous utilisez, bien sûr, ou dy si vous utilisez y, pour bien savoir quelle est la variable d'intégration. J'ai oublié de faire quelque chose. Voilà. Je pense à effacer. Voilà, on continue donc avec les propriétés. L'intégrale de a à b de f de t dt, c'est moins l'intégrale de b à a de f de t dt, ou l'intégrale de a à a de f de t dt, c'est 0. Ce sont des résultats de cours. Alors là, j'ai fait la démonstration pour faire travailler. Je vous ai demandé de faire la démonstration pour travailler sur la définition. Mais après, vous pourrez bien sûr utiliser ces résultats directement dans des exercices. Est-ce que pour le moment, ça va? Oui, monsieur, ça va pour le moment. D'accord, merci. Alors, juste pour faire un petit point sur la démonstration. Par exemple, si je demande l'intégrale de a à b de f de t dt, c'est f de b moins f de a.
sous couvert que f, bien sûr, est une primitive de petit f. Vous remarquerez qu'on travaille très généralement avec des fonctions continues, parce qu'on a vu précédemment, on a vu vendredi, que lorsqu'on a des fonctions continues, elles admettent une primitive. Donc, on peut calculer l'intégrale. Les problématiques où il n'y a pas de primitive, c'est assez compliqué. Ce serait l'objet de problèmes un peu plus complexes. Quand je fais l'intégrale de B à A, c'est-à-dire juste, je change les bornes, hein, c'est f de A moins f de B. Donc, on voit tout de suite que c'est l'opposé. Si je réordonne les termes, c'est l'opposé de l'intégrale précédente. Moins f de B moins f de A. Bien sûr, quand je distribue le moins dans la parenthèse, je retrouve bien f de A moins f de B. Donc, ça vaut moins l'intégrale de AB de f de t dt. Puisque on avait l'intégrale ici. Est-ce que ça va? Vous voyez bien le tableau? Est-ce que vous voyez bien le tableau? Oui, il est bien visible. D'accord, très bien. N'hésitez pas à m'arrêter, je continue, j'avance hein, s'il n'y a pas de questions, mais vraiment il faut m'arrêter, puisque bon, malheureusement je ne peux pas vous voir, donc je ne peux pas voir votre réaction. Des fois, en classe, je vois ça sur votre visage, hein, quand vous ouvrez grand les yeux, mais là, je ne vous vois pas, donc il faut intervenir, il ne faut vraiment pas hésiter à intervenir. Alors, on va continuer. Donc là, on était sur donc des propriétés qui sont bien utiles hein, pour calculer les intégrales, qu'il faut connaître. D'autres propriétés, alors on est toujours sur des propriétés qui vont être utiles pour calculer certaines intégrales, ce qu'on appelle la relation de Schall. Alors la relation de Schall, c'est une décomposition d'intégrales en deux, voire trois, voire quatre. Hein. Là, j'ai mis que deux, mais vous vous doutez qu'après, on peut à chaque fois redécouper les intégrales. C'est la relation qui est ici. Qui est ici, 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 ici. Voilà. Qui est ici. La relation de Schall, qui permet de faire une décomposition. Alors, typiquement, on va l'utiliser par exemple quand on a des valeurs absolues, parce que dans ce cas-là, suivant les valeurs de la variable, on va essayer d'enlever la valeur absolue. On aura peut-être des endroits où la fonction est négative, donc on prendra l'opposé, etc. Ou bien on va aussi l'utiliser dans le cas, par exemple, des fonctions continues par morceaux. Fonctions continues par morceaux, elles sont intégrables sur chacun des intervalles. Où la fonction a des expressions différentes. C'était l'objet de l'exercice et de la réponse 4. Alors là aussi, c'est un exercice donc, qui nécessite de faire un découpage. Je vais aller sur la réponse. J'avais posé. Alors, il faut que j'enlève ça. Excusez-moi, je fais un petit réglage parce que voilà, je pense à effacer les dessins. Voilà. Donc, ça, on l'a vu. La relation de... Donc, on cherche à calculer l'intégrale de cette fonction. On voit que la fonction, elle est définie en trois parties. Alors, continue par morceau, il faut que les limites à gauche et à droite soient finies. Je vais expliquer un petit peu pourquoi c'est important. Donc, je vais reprendre la vidéo. Pourquoi c'est important qu'elle soit continue par morceau? Parce qu'on ne doit pas, on ne doit pas se retrouver avec ce type de situation. Je vais vous faire un dessin pour que vous compreniez. Voilà. Imaginez que vous avez une fonction qui n'est pas continue par morceau. Par exemple, on a une fonction qui est par exemple comme ça, donc représentation graphique. Là, ça va. Et après, par exemple, ici, on a de l'autre côté, et après, vertical, on a quelque chose.
On a des points de discontinuité. Là, sur cette partie-là, ça pourrait être une fonction continue par morceau, puisque la fonction est continue sur les intervalles ouverts. Et en B, il y a un point de discontinuité, mais les limites à gauche et à droite sont finies. Donc ça correspond bien à la définition de continu par morceau. Donc là, il n'y a pas de problème. On peut calculer les intégrales. Par contre, ici, elle n'est pas continue par morceau. Pourquoi? Parce que la limite de la fonction quand x tend vers 0 plus, c'est plus infini. Alors, en quoi cette intégrale pourrait poser problème? On va le voir tout à l'heure, vous l'avez vu quand vous avez travaillé le cours. L'intégrale entre deux valeurs, par exemple ici entre 0 et b, graphiquement, ça correspond à l'aire sous la courbe. Donc l'aire sous la courbe, autant ici, ce que je suis en train de dessiner ici, ça ne pose pas de problème, hein. C'est une aire finie. Là, vers là. Autant ici, il y a un point d'interrogation parce que ça tend vers l'infini, c'est-à-dire qu'en termes de calcul d'aire, on va avoir une largeur, si vous voulez, quand on va faire des approximations par exemple avec des rectangles très petites, mais la hauteur va être très très grande. Donc là, il y a des problématiques autres, ce sont des problématiques que nous verrons en deuxième année. Alors, on va voir une petite partie en première année là, prochainement, et c'est des problématiques qu'on verra en deuxième année, c'est ce qu'on appelle des intégrales généralisées. On a des problèmes de limite après, donc on aura certains cas où l'intégrale sera finie parce que la limite tendra vers une valeur finie, soit on aura des intégrales infinies. Bon, là, ce n'était pas le cas, donc c'est important d'avoir des fonctions continues par morceau. On avait une fonction qui était continue par morceau, donc on peut calculer l'intégrale. Dans ce cas-là, la stratégie, c'est de découper suivant les différentes expressions. Suivant les différentes expressions, donc là, vous aviez f de x égale x au carré, exponentielle x et 2x plus 1, avec les valeurs si x est inférieur à 0, si x appartient à l'intervalle 0, 1, et si x est supérieur à 1. On va demander l'intégrale entre moins 2 et 2 de f de t dt. Naturellement, ici, on va utiliser, je reprends la vidéo, voilà. On va utiliser la relation de Chasles, puisqu'on a des expressions différentes. Entre moins 2 et 0, ça vaut x carré. Je ne veux pas, bien sûr, tout mélanger, hein, puisque sur chacun des intervalles distincts, j'ai des expressions différentes. Donc, je vais faire l'intégrale entre moins 2 et 0. L'intégrale, entre moins 2 et 0, j'utilise la bonne expression. Entre 0 et 1, j'utilise l'expression d'exponentielle x. Et l'intégrale entre 1 et 2, 2x plus 1 dx. Et après, il me reste à chercher des primitives, à calculer l'intégrale, comme vous le faisiez en terminale. Voilà. N'hésitez vraiment pas à m'arrêter, je continue, mais vraiment, je suis à votre écoute. Donc, s'il y a des problèmes, s'il y a vous voulez des explications particulières là-dessus, ou sur des choses qu'on a vues précédemment, il faut vraiment, vraiment m'arrêter. Alors, je reprends le cours. D'autres résultats, hein, toujours qui sont toujours utiles pour les calculs d'intégrale. Ce qu'on appelle la linéarité de l'intégrale. On verra plus tard que c'est une application qui est linéaire, mais ça, c'est pas pour le moment. On l'a pas encore vu, hein, donc on verra un petit peu plus tard. Voilà, donc la linéarité est ici et là. Donc ça nous dit tout simplement que si vous avez une constante, donc ça c'est la deuxième proposition ici,
Si vous avez une constante, vous pouvez factoriser par la constante. Et si vous avez une somme d'intégrales, c'est égal à l'intégrale de la somme. Bien sûr, avec des fonctions continues, donc pour lesquelles on peut bien calculer des intégrales. La positivité de l'intégrale, c'est aussi quelque chose de très intéressant dans les exercices. Ça nous dit que si on a une fonction qui est continue et positive, l'intégrale de la fonction entre des bornes croissantes, ça c'est très important ici, entre des bornes croissantes, donc A étant plus petit que B, l'intégrale sera positive. Bien sûr, si vous prenez des bornes décroissantes, compte tenu du fait qu'on a vu que l'intégrale entre A et B, c'est moins l'intégrale entre B et A, on aura une quantité négative. Et le corollaire, c'est donc un résultat lié à la positivité et à la linéarité. Si vous avez deux fonctions qui sont ordonnées dans l'ordre suivant, la fonction f est plus grande que la fonction g, alors l'intégrale de a à b de t dt sera plus grande que l'intégrale de a à b de g de t dt. La démonstration reposait sur deux points. Bon, je vais peut-être le développer au tableau. Si vous avez deux fonctions qui sont ordonnées, alors bien sûr continues, pour qu'on puisse calculer sans problème leur intégrale, et avec des bornes dans l'ordre 300, on va utiliser en fait les deux résultats précédents, donc à la fois la positivité et la linéarité de l'intégrale. Alors, c'est difficile. Donc, la positive, pourquoi alors on parle de fonctions, une fonction f qui est supérieure à égale à g, ben, elle est sur continue, sur un intervalle AB, et on a A qui est inférieur à égal à B. Il faut que les bornes soient dans l'ordre croissant, et on a une fonction f qui est plus grande qu'une fonction g. Alors, f moins g est positive. Je fais passer g de l'autre côté. Donc, d'après la positivité de l'intégrale de a à b, de f moins g de t dt est positif. Mais l'intégrale de a à b de f moins g de t dt, c'est aussi l'intégrale de a à b de f de t moins g de t dt. Et là, on utilise la linéarité de l'intégrale. L'intégrale de f moins l'intégrale de g, c'est aussi l'intégrale de f de t dt moins l'intégrale de g de t dt. Donc, en utilisant ce résultat et celui-là, en faisant passer g de l'autre côté, l'intégrale de g de l'autre côté, on obtient le résultat souhaité. C'est ce que j'avais développé aussi dans le projet que je vous ai envoyé. Alors, un exercice assez délicat, mais qui permettait de mettre en œuvre ce qu'on avait vu précédemment. En fait, dans l'exercice, il y avait deux questions. Il y avait une première question qui portait sur établir un encadrement, ici. Et après, bien sûr, utiliser cet encadrement pour encadrer des intégrales. Donc, en utilisant le corollaire. En utilisant le corollaire qui est ici. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice? Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur le corrigé de l'exercice? Corrigé de l'exercice qui est ici.
vous envoyer, qui est ici, qui est assez intéressant. J'ai vu qu'il y avait des questions sur le chat. Donc, oui, une explication. D'accord, donc je vais reprendre un petit peu le... D'accord. Vous voulez que je reprenne l'exercice? Que je vais retourner sur... Bon, je n'ai pas besoin de retourner puisque je vais faire ça au tableau. Alors là, on est déjà sur un exercice difficile. Où on va travailler en fait avec des suites qui sont définies par des intégrales. Alors, on s'en aperçoit pas trop là dans cet exercice-là, mais pour y voir un peu plus clair, on est déjà sur vraiment des exercices de type concours. Et on est en train de travailler sur l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n sur 1 plus x dx. Alors, vous ne l'avez peut-être pas vu à travers l'exercice, mais en fait, là, en faisant ça, je travaille avec une suite que je pourrais appeler une suite UN, qui est définie pour un n appartenant aux entiers. Donc, par exemple, quand je vais demander la limite en plus infini de n, alors là aussi, j'ai une question par mail de Jade. Il ne faut pas confondre quand on travaille sur les limites. Il faut bien regarder ce qu'on fait tendre vers l'infini. Ce n'est pas x qu'on fait tendre vers l'infini, c'est n. Donc en fait, on est en train, la question de l'exercice, c'est calculer la limite de un quand n tend vers plus infini. C'est-à-dire chercher la limite de cette suite. On va utiliser des outils que vous connaissez, des outils sur les suites. Et en l'occurrence, dans cet exercice, on va utiliser le théorème des gendarmes. Alors, avec une interface qui est l'interface de l'intégration, qui est sous-jacente. Attention, alors là aussi, je reviens sur la question de Jade qui était très intéressante, qu'elle m'a envoyée par mail hier soir. Malheureusement, on ne peut pas dire brutalement comme ça que la limite de UN, c'est l'intégrale de la limite. C'est-à-dire faire la limite de ce qu'il y a à l'intérieur. Ça peut se faire sous certaines conditions, mais ces conditions-là, elles sont pas, disons que ces études-là, elles ne sont pas au programme des classes de prépa commerce, elles sont au programme des classes de prépa scientifique. Ça demande beaucoup de conditions préalables sur la fonction. Donc nous, même au concours, on utilisera des outils que vous connaissez, des outils sur, par exemple ici, sur les suites. Donc ça peut être le théorème des gendarmes, comme dans cet exercice-là, mais ça peut très bien être aussi utilisé, montrer que la suite est croissante, majorée, voilà. Il y a plusieurs approches possibles. On peut utiliser des minorations, des majorations, etc. Alors ici, il y avait deux questions dans cet exercice. La première question, c'était de faire, on demandait de trouver un encadrement. Alors l'encadrement, il fallait montrer que x puissance n sur 1 plus x était compris entre 0 et x puissance n. Alors pour le positif, pour montrer que c'est positif, ça se justifie aisément. Pourquoi? Parce que x, ici, x évolue entre 0 et 1. Donc, x est positif, et 1 plus x est strictement positif. Comme x est compris entre 0 et 1, 1 plus x est compris entre 1 et 2, donc il est a fortiori positif. Donc la positivité n'est pas trop compliqué. Pour montrer que c'était inférieur à x puissance n, on pouvait utiliser le fait que x est compris entre 0 et 1,
Donc 1 plus x est compris entre 1 et 2. Donc, par passage à l'inverse, comme on a des quantités positives, 1 sur 1 plus x est compris entre 1,5 et 1. Le 1,5, en fait, on ne va pas tellement s'en servir. Là, par passage à l'inverse, j'ai changé l'ordre. Ce qui va nous intéresser ici, c'est le fait que c'est majoré par 1. Pourquoi? Parce qu'ensuite, comme c'est majoré par 1, je peux multiplier à gauche et à droite par x puissance n. Comme x puissance n est une quantité positive, ça ne change pas l'ordre. Donc si je multiplie par, j'oublie ça, je vais le réécrire en haut. Comme x puissance n est une quantité positive, je multiplie à gauche et à droite, ici et là, par x puissance n, et je vais obtenir 1 sur 1 plus x fois x puissance n inférieur à 1 fois x puissance n. Donc ça revient à dire que x puissance n sur 1 plus x est égal à x puissance n. Donc là, j'ai obtenu le bon encadrement. Et avec le corollaire précédent, donc là, j'ai cet encadrement-là. Avec le corollaire précédent, on a vu que si deux fonctions sont l'une plus petite que l'autre, et que les bornes sont dans l'ordre croissant, les intégrales sont dans le même ordre. Donc, comme ici, mes bornes sont dans l'ordre croissant, puisque 0 est plus petit que 1, l'intégrale de 0 à 1 de 0 dx va faire égal à l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n sur 1 plus x dx, va faire égal à l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n dx. Souvent, on utilise cette méthode pour encadrer une intégrale qu'on ne sait pas calculer, pour laquelle on aura pas mal de difficultés, des difficultés pour calculer l'intégrale. En l'occurrence, ici, cette intégrale est difficile à calculer. Par contre, j'ai encadré avec deux intégrales qui sont faciles. La première, c'est l'intégrale de 0. L'intégrale de 0, primitive de 0, c'est une constante. Donc, quand vous faites l'intégrale, une constante moins une constante, ça fait 0. L'intégrale de 0, c'est 0. Ce qui est au milieu, en fait, c'est moi ce que j'ai appelé tout à l'heure un. Et là, j'ai une intégrale de x puissance n. Donc, une primitive, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1. C'est la primitive de x puissance alpha que vous avez dans le tableau du cours, entre 0 et 1. Et ça vaut, on remplace par 1. 1 puissance n plus 1, ça fait 1. 1 sur n plus 1. Et quand x vaut 0, ça fait 0. Donc au final, j'ai un qui est compris entre 0 et 1 sur n plus 1. Quand je fais tendre n vers l'infini, puisque moi je cherchais la limite de un quand n tend vers plus l'infini, ça sera 0 avec le théorème des gendarmes. Pourquoi? Parce que à gauche, j'ai 0, de toute façon, et à droite, la limite de 1 sur n plus 1, quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. On va continuer. Alors, bien sûr, comme je vous ai expliqué, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, une égalité triangulaire, on l'utilise très rarement. Bon, elle est à connaître. La valeur absolue de l'intégrale inférieure à l'intégrale de la valeur absolue, inférieure à b moins a fois le max des valeurs absolues f de t dt. À connaître, mais on utilise très très rarement dans les exercices. Alors, l'interprétation graphique de l'intégrale. Pour calculer l'aire qui se trouve sous la courbe, c'est ce que je montre avec le dessin suivant, il faut faire l'intégrale de la valeur absolue.
Pourquoi l'intégrale de la valeur absolue? Parce que si la fonction est négative, on se retrouverait avec une R entre guillemets négative. Donc, pour pouvoir, une R étant une quantité géométrique positive, on va donc prendre l'intégrale de la valeur absolue. Donc, j'ai pris comme exemple une fonction qui avait cette représentation graphique et on veut l'air entre moins 1 et 3. Donc, on va découper en deux, on va faire l'air entre moins 1 et 2, plus l'air entre 2 et 3, et on va additionner les deux airs pour avoir l'air total, la somme des deux airs grises. Alors, typiquement, la fonction elle est en négative. Ici, sur la notation. La fonction est en négative sur moins 1, 2. Quand je vais prendre la valeur absolue, je vais prendre moins f de x. Alors attention, ce n'est pas parce que vous voyez un moins que la fonction est négative. Comme la fonction elle-même est négative, quand vous écrivez moins f de x, vous avez une quantité positive. Et l'intégrale entre 2 et 3 de f de x dx. Après, on fait le calcul de l'intégrale en utilisant, en fait, de manière sous-jacente, la relation de Chasles, ce qui permet de calculer l'intégrale avec la recherche des primitives. Vous avez normalement déjà vu ça en terminale. Alors, on va voir maintenant les méthodes de calcul d'intégrale. Donc, c'est vraiment important dans les exercices. Hein, c'est différentes méthodes de calcul qu'on peut rencontrer dans les exercices pour calculer une intégrale. Je vous avais demandé de réfléchir sur le début, la première méthode qu'on va essayer d'utiliser, c'est lorsqu'on arrive à trouver une primitive. Il faudra savoir que parfois, on n'arrivera pas à trouver de primitive. Donc, il faudra essayer de trouver d'autres méthodes. On verra l'intégration par partie, la décomposition en éléments simples, les changements de variables, etc. Là, on s'est intéressé au premier cas, c'est-à-dire des calculs par recherche de primitives. Pour vendredi, je vous donnerai des exercices d'application. Là, on va voir ces exercices en classe, enfin en visioconférence, et ensuite, vous pourrez vous entraîner sur ces exercices-là à la maison pour vendredi. Vous avez proposé 3 intégrales. Alors là, il faut bien avoir en tête le tableau. Ce tableau-là, hein, qui est ici. Le tableau des primitives, qui est un tableau qu'il faut bien connaître. Vous n'êtes pas obligé de l'apprendre par cœur si vous êtes bien à l'aise avec les dérivés, hein, puisque quand vous dérivez ce qui est dans la colonne de droite, vous obtenez ce qui est dans la colonne de gauche. Mais il faut vraiment être à l'aise avec ces formules-là pour pouvoir calculer des intégrales. Alors, je vais détailler au tableau les calculs. Alors, juste une information avant de continuer, tant que j'y pense. Normalement, Zoom, enfin, a priori, Zoom était reparti sur 40 minutes. Donc, si jamais ça s'arrête en cours de route, je vous enverrai tout de suite une invitation sur votre boîte mail. Donc, ça prend 2 minutes. Et on refera tout de suite après une autre séance de 40 minutes. Je ne sais pas si ça va s'arrêter ou pas aujourd'hui. Voilà, donc si jamais ça s'arrête, je vous envoie tout de suite. Et puis 5 minutes après, on reprend le cours. Donc, les premières intégrales. Donc, avec recherche de primitives. Là, il faut parfois manipuler un petit peu les formules pour essayer d'avoir des choses qui sont intéressantes. C'est un peu ce que je vous avais donné dans l'exercice. Alors, vous aviez l'intégrale de 1 à 2 de x racine de x, x carré, racine de x, x. Si on le laisse comme ça, on n'arrive pas à y voir clair.
On n'arrive pas à y voir clair parce qu'on n'a pas de structure, on a un produit. Hein, attention à ne pas faire cette erreur que je retrouve souvent. Bon, c'est légitime et je retrouve souvent dans les exercices, c'est qu'une primitive d'un produit, ce n'est pas le produit des primitives. Hein, c'est-à-dire, si vous avez U fois V, une primitive, ce n'est pas U fois V, U et V étant des primitives de U et V. Pourquoi? Parce que quand vous redérivez U fois V, ce n'est pas U', V'. Hein, U fois V, vous avez un produit, c'est U', V plus UV'. Donc, on ne peut pas prendre une primitive de x au carré et une primitive de racine de x. Ça ne marche pas. Ça ne sera pas égal au produit. Par contre, ce qu'on peut se dire, c'est que on a une formule qu'il faut vraiment bien connaître. C'est une primitive de x puissance alpha. X puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1. Et on peut se dire, mais racine de x, c'est x puissance 1 demi. On l'a vu ensemble. Et du coup, par les règles sur les puissances, je peux additionner les deux puissances 2 plus 1 demi pour avoir une seule puissance. J'ai une seule puissance de x ici. 2, c'est 4 demi. 4 demi plus 1 demi, ça fait 5 demi. Donc, à partir de là, je peux utiliser une primitive, du coup, x puissance alpha plus 1, donc 5 demi plus 1 sur 5 demi plus 1. J'utilise la formule d'une primitive de x puissance alpha. Alors, je peux le laisser comme ça. Maintenant, j'aurais tendance quand même à essayer de le réécrire de manière plus intelligible. 5 demi plus 1, ça fait 7 demi. Ça fait x puissance 7 demi sur 7 demi. Alors, on peut le laisser comme ça aussi, mais c'est vrai que ça nous parle, x puissance 7 demi, ça nous parle assez peu. Souvent, on a plutôt tendance à aller chercher des racines carrées, des puissances. Donc, on peut remarquer, alors, deux choses, que d'une part, diviser par 7 demi, ça revient à multiplier par l'inverse, c'est-à-dire 2 septièmes. Et x puissance 7 demi, on peut le décomposer en x puissance 6 demi. Pourquoi 6 demi? Parce que 6 demi, ça fait 3, c'est un nombre entier. Fois x puissance 1 demi. 6 demi plus 1 demi, ça fait bien 7 demi. Et donc, j'ai x puissance 3 et x puissance 1 demi, je vais le réécrire racine de x. Donc, j'ai 2 septièmes x au cube, racine de x, à prendre entre 1 et 2. Après, il suffit de remplacer x par 2, moins l'expression quand x vaut 1. On a la valeur de l'intégrale. Voilà pour cette première intégrale. Ensuite, la deuxième intégrale que je demandais de calculer, c'était l'intégrale de 1 à 2 de 2t plus 1 sur t carré plus t plus 1 puissance 4 dt. Alors, si vous allez voir dans votre tableau, de primitive, vous n'avez pas de formule. Je ne vous ai pas donné de formule où le dénominateur est en puissance 4. Par contre, j'ai donné une formule qui vous dit qu'une primitive de U puissance alpha, c'est U puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1. Donc là, l'idée, c'est d'aller chercher une structure de la forme U' fois U puissance alpha. Moi, c'est ce que je vais souvent utiliser parce que ça permet d'avoir une formule assez générique qui permet de calculer un grand nombre d'intégrales. Cette formule, je peux aller la chercher. Alors là, on l'avait vu déjà ensemble en cours d'année assez fréquemment. C'est l'usage des puissances négatives. C'est-à-dire, je vais ne plus mettre l'expression dénominateur,
mais je vais utiliser une puissance négative par le biais du résultat suivant, c'est que 1 sur u puissance n, c'est u puissance moins n. C'est les résultats que vous connaissez sur les puissances négatives. Donc, entière. Donc, quand je calcule cette intégrale, en fait, je vais la réécrire. 2t plus 1 fois t carré plus t plus 1 puissance moins 4. Et je repère la structure suivante. Là, j'ai u puissance alpha, avec alpha qui vaut moins 4. Et je m'aperçois que ce qui est devant en facteur, c'est u'. Hein, quand je... U, ça serait t carré plus t plus 1. Quand je dérive ce qu'il y a dans la parenthèse, ça donne 2t plus 1. Ça donne. Donc, ça me permet de trouver une primitive directement de cette expression. On utilise la formule u puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1. T carré plus t plus 1. Alpha plus 1, donc ça fait moins 4 plus 1, sur moins 4 plus 1. Donc après, il suffit de réordonner les puissances de manière correcte. Moins 4 plus 1, ça fait moins 3, donc ça fait moins 1 tiers. Là, j'ai une puissance moins 3. Moins 4 plus 1, ça fait moins 3. Je vais revenir au dénominateur pour avoir une puissance 3. Fois 1 sur t carré plus t plus 1 puissance 3. Et après, comme tout à l'heure, il suffit de remplacer t par 2, enfin l'expression par 2, enfin t par 2 dans l'expression, et t par 1 en faisant une soustraction. Le dernier calcul, l'intégrale à calculer. Vous pouvez intervenir, hein, si, n'hésitez pas à utiliser le micro si vous avez besoin d'intervenir. Ça permet d'avoir un cours un peu plus interactif. Mal à fixer le tableau. Voilà. Alors, il reste la dernière intégrale à calculer. Intégrale de 1 à 2. Alors là aussi, quand on va voir le tableau des primitives, le résultat qu'on a, c'est une primitive de U' exponentielle U. C'est exponentielle U. Quand vous dérivez exponentielle U, vous avez U' exponentielle U. Il faut se souvenir aussi que la dérivée de racine de x. Monsieur, on ne voit pas très bien ce qui est écrit en rouge. Ah oui, alors j'ai marqué une primitive de U' exponentielle U, c'est exponentielle U. Donc, ce qu'il faut aller chercher, c'est une structure de la forme U' exponentielle U. Oui, je ne vais pas écrire en rouge, hein, effectivement, on ne voit pas très bien. Je rappelle que la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racines de x. Donc en fait, ici, on a une structure qui est de la forme U' exponentielle U sous couvert qu'on ait un 2. Comme c'est une constante, ça c'est quelque chose qu'on va faire assez souvent, on va la faire apparaître. C'est une constante, hein. On peut factoriser par la constante, etc. On va le faire assez souvent, vous êtes assez habitué à ça, on va la faire apparaître et disparaître de manière à ne pas avoir le même calcul. C'est-à-dire que cette intégrale, je vais l'écrire en fait 2 fois intégrale de 1 à 2 de 1 sur 2 racines de x, exponentielle de racine de x dx. J'ai la même quantité, j'ai la même chose, j'ai juste fait apparaître
et au numérateur et au dénominateur 2. Donc 2 sur 2, ça se simplifie et ça vaut 1, hein, donc ça reste la même chose. Et là, ce qui est intéressant, c'est que je repère une structure où là, j'aurai du prime, et là, j'aurai du exponentiel u. Exponentiel u, u prime. La dérivée de u, c'est u prime, c'est bien, la dérivée de racine de x, c'est bien 1 sur 2 racines de x. Donc à partir de là, je vais tout de suite donner une primitive qui va valoir 2 fois primitive du prime exponentielle u, c'est-à-dire exponentielle de racine de x. Voilà, et là pour les mêmes raisons, hein, on remplace 2 fois exponentielle de racine de 2 moins exponentielle de racine de 1, c'est-à-dire exponentielle de 1. Voilà, pour cette partie du cours. Monsieur, Oui, on est obligé. Là, est-ce que vous. Enfin, j'arrive pas trop à voir dans le premier calcul à quel moment vous êtes passé par la primitive. le premier calcul, la première question de l'exercice. Oui. Donc c'était pour racine de x, x au carré dx. C'est ça? Oui. Oui. Alors, pour x au carré racine de x dx, j'ai transformé l'écriture de manière à avoir une seule puissance de x. J'ai remplacé racine de x par... Je vais revenir... J'ai remplacé racine de x par x puissance 1/2. Donc ça donne x puissance 5/2. Est-ce que ça, tu l'as compris? Oui. D'accord. Et après, pour calculer l'intégrale, j'utilise une primitive de x puissance 5/2 parce que je connais une primitive de x puissance alpha. C'est x puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1. Donc, Ok. primitive de x puissance 5/2, c'est x puissance 5/2 plus 1 sur 5/2 plus 1. D'accord. Ah oui, d'accord. Voilà. Parce que la dérivée de x puissance alpha plus 1, c'est alpha plus 1 x puissance alpha, et alpha plus 1 se simplifie. Donc, il faut vraiment toujours passer de l'un à l'autre. Dérivée primitive, c'est très lié. On passe de l'un à l'autre par la dérivation. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette partie du cours là? Monsieur, Oui, c'est Clavier, Estelle, oui, c'est ça? Jade. Ah, c'est Jade. Oui, est-ce que c'est possible de reprendre l'intégrale de la troisième question, s'il vous plaît? De cette intégrale-là? Oui, enfin le début seulement. En fait, j'ai pas compris la décomposition en fait. J'ai compris qu'on rajoute une constante, mais Oui. à partir de 1 sur racine carrée de x fois exponentielle racine carrée de x, je comprends pas. Alors, 1 sur racine. Donc, là, mon explication, c'est à partir de là que tu ne comprends pas? C'est ça ou... Voilà, Ici? oui, Tu as compris pourquoi j'ai fait apparaître le 2? oui, pour avoir la forme U'. Voilà, pour avoir la forme du prime exponentielle u. Alors, bien sûr, je ne peux le faire qu'avec des constantes. Je ne peux pas faire apparaître x, parce que si je fais apparaître x, je ne peux pas factoriser par x dedans. Il faut que ça soit vraiment une constante. Hein. La constante, on peut factoriser. Donc, c'est ce passage-là que tu n'as pas compris? C'est ici? Oui, voilà. Mais en fait, je fais apparaître dans l'intégrale une structure de la forme U' exponentielle U. Alors, je n'ai pas fait grand-chose, hein, c'est juste à part avec le 2. Sinon, j'ai une structure exponentielle U. Alors, ce que j'appelle U, c'est racine de x ici. Hein. De x, c'est racine de x. Et je m'aperçois que le facteur qui est devant, c'est U'. Donc, si tu regardes dans le tableau des primitives, une primitive de U' exponentielle U, c'est exponentielle U. Pourquoi? Parce que quand tu dérives exponentielle U, c'est quoi la dérivée d'exponentielle U, Jade? C'est pas U'. Exponentielle U. Exponentielle U, oui. Et donc, on voit qu'une primitive de U' exponentielle U, c'est exponentielle U. Puisque la dérivée d'exponentielle U, c'est U' exponentielle U. Donc, si tu veux, voilà, c'est juste utiliser ce résultat sur des primitives usuelles
pour dire ben, une primitive de cette expression, c'est exponentielle racine de x. Si tu dérives exponentielle de racine de x, tu vas retomber sur l'expression qui est sous l'intégrale. Est-ce que c'est un peu plus clair là? Oui, c'est bon. C'est bon? Oui. Alors, on va continuer. J'espère que vous allez entendre, il y a un gros grain qui arrive vers chez moi, là. J'espère que ça ne fera pas trop de bruit. On va continuer. Enfin, on va continuer. Alors, on a fini ce que j'avais demandé pour aujourd'hui, mais je voulais vous présenter la méthode d'intégration par partie, parce que c'est quelque chose que j'explique généralement en classe, et je vous donnerai à faire un exercice d'application pour vendredi. Alors, on va aller un petit peu sur le cours. On va faire un peu de cours ensemble, en fait. Voilà. Bon, cette question-là, je vous laisserai la faire pour vendredi et je vous enverrai le programme tout à l'heure. Je vais juste expliquer un petit peu l'intégration par partie qui se trouve ici. J'espère que vous avez le cours devant les yeux. On l'utilise dans certains cas. Vous m'entendez bien? Oui. Oui, monsieur. Alors, on va utiliser l'intégration par partie dans certains cas lorsqu'on a justement un produit. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On ne peut pas prendre la primitive du produit, ce n'est pas le produit des primitives. Parce que quand vous dérivez un produit, vous avez un croisement, là, hein, la dérivée de u fois v, c'est u' v plus uv'. Donc, pour pallier à ce problème-là, on a ce qu'on appelle l'intégration par partie, qui est en fait, qui est liée en fait à la notion de dérivée, hein, la dérivée de u fois v, qui est donnée par cette propriété. Donc, vous allez l'utiliser. Alors, ce qui doit vous mettre la puce à l'oreille, c'est que vous allez l'utiliser lorsque vous avez un produit que vous n'arrivez pas à trouver de primitive. C'est-à-dire que vous n'avez pas, par exemple, de possibilité de simplifier l'expression, de la transformer. Alors, on va faire ensemble l'exemple suivant. Après, je vous laisserai faire pour vendredi cette réponse-là. À revenir. Exponentielle de x, dx entre 1 et 3. Alors, je reviens sur la vidéo. Voilà. Vous montrer la méthode à mettre en œuvre dans les exercices. C'est de le faire sur des exercices d'application.
va essayer de travailler. Là. Vous m'entendez? Oui, monsieur. Je n'entends pas bien, moi. Vous m'entendez? Oui, Moi, je monsieur, vous on vous entends. entend. Bon. Alors, vous repérez que vous avez un produit ici, x exponentielle de x dx. Vous n'avez pas de primitive usuelle. Une primitive usuelle d'exponentielle x, vous n'avez pas une structure de la forme u' exponentielle u. Donc, vous ne pouvez pas chercher de primitive, vous ne pouvez pas calculer l'intégrale avec une primitive. Par contre, vous voyez que vous avez un produit. Donc, vous pouvez vous dire, je vais essayer de faire une intégration par partie. Alors, la formule d'intégration par partie, pour la retenir, c'est l'intégrale de u'v, c'est u fois v, moins l'intégrale de u'v'. C'est lié au fait que la dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. Donc, il va falloir faire un choix, poser u' pour une des deux fonctions et v pour l'autre. Vous avez deux choix possibles. C'est-à-dire que soit je peux choisir pour u' x, soit pour u' exponentielle x. Des fois, vous n'allez pas faire le bon choix. C'est-à-dire qu'il y aura un bon choix et généralement un mauvais choix. Des fois, vous irez dans la mauvaise direction, vous apercevrez que vous ne pouvez pas faire aller plus loin et vous essaierez de faire, disons, l'autre choix. Généralement, vous voyez que dans la formule, on va avoir du UV, on va avoir un croisement, ici on va avoir du UV'. Donc, on va avoir ici dans l'intégrale une primitive de l'une des fonctions et la dérivée de l'autre. Donc l'idéal, c'est d'essayer de simplifier l'intégrale ici. L'objectif, c'est d'avoir une intégrale plus simple ici à calculer. Donc, moi, je vais poser. Alors, je vais faire exprès de me tromper. Je ne fais pas attention, je pose u' de x égale x et v de x égale exponentielle x. Ça veut dire que je suis en train d'identifier ici u' c'est x et exponentielle x c'est v de x. Donc je suis dans cette partie de la formule. Je donne ce que valent u et v'. Alors u de x, c'est une primitive de u', parce que la dérivée de u c'est u', ça sera x carré sur 2. Et la dérivée de v, c'est v', c'est exponentielle x. U et v, pour qu'on puisse faire l'intégration par partie, il faut que u et v soient de classe au moins C1. Souvent, elles sont de classe C infini sur l'intervalle d'étude. Ici, u et v sont des fonctions classiques, fonctions exponentielles, fonctions polynomiales. Elles sont de classe C1. Et même, on pourrait dire C infini. Hein. C1, ça suffit sur l'intervalle 1, 3, et même sur R, de manière très générale. Monsieur, pourquoi c'est nécessaire qu'il faut qu'elle soit de classe C1? Pourquoi il faut que ce soit sur la classe C1? Parce que, en fait, alors, pourquoi il faut que ça soit de classe C1? C'est une très bonne question. Parce que on prend la condition C1. C1, c'est quoi? Il faut qu'elle soit dérivable et que sa dérivée soit continue. Pourquoi on a besoin de la continuité de la dérivée? C'est parce que quand on va calculer l'intégrale ici, on va faire apparaître du V'. Donc, en ayant V de classe C1, je m'assure que sa dérivée V' soit continue, ce qui me sécurise mon calcul, puisqu'on a vu que quand une fonction est continue, elle admet une primitive, donc on pourra calculer l'intégrale. Donc en fait, ça permet d'être dans un cadre où je suis sûr de pouvoir calculer des intégrales. C'est pour ça que je pose le caractère C1. Un C1, donc lié au fait qu'ici, je suis en train de dériver, de calculer l'intégrale de V'. Donc, j'ai besoin de la continuité de V', donc le caractère C1 de V.
Ok. Et de la même manière, ici, pour U. Hein, puisque U, si U est C1, U' doit être continu aussi. Je me lance dans l'intégration par partie. Et bon, on va voir que ça va bugger. Enfin, ça va bugger. On n'aura pas fait le bon choix. C'est-à-dire qu'au moment où je calcule l'intégrale, alors je vous conseille vraiment, très très vivement, même au concours, hein, vraiment de bien écrire les fonctions qu'on va utiliser. Pourquoi? Parce qu'après, vous n'avez qu'à utiliser la formule. C'est-à-dire, vous prenez la formule et vous remplacez U et V par leurs expressions. Donc, là, on va prendre U fois V, U fois V, x carré sur 2 fois exponentielle x, on va prendre entre 1 et 3. Donc, ça pose jamais de problème, puisque on a déjà une primitive, entre guillemets, pour laquelle on va chercher les valeurs en 1 et 3. Donc ça, il n'y a pas de problème. Par contre, la question, c'est comment on va calculer l'intégrale. Et le problème ici, c'est que, vous allez voir, c'est que quand je fais U fois V', je tombe sur une intégrale qui est encore plus compliquée que celle de départ. Et qui ne me fait pas du tout apparaître de primitive visuelle. Donc, je suis un petit peu bloqué. Il faut avoir le sentiment qu'on a avancé, qu'on est allé vers une intégrale plus simple. Parfois, on n'arrivera pas à la calculer directement. Vous verrez que dans certains exercices, on peut être amené à faire une double intégration par partie. Ça veut dire qu'on peut être amené à refaire une intégration par partie sur l'intégrale qui est ici. Mais il faut quand même qu'on ait le sentiment que l'intégrale qu'on a obtenue est plus simple. Dans la plupart des cas, on ne fait qu'une intégration par partie. Normalement, on doit pouvoir calculer l'intégrale. Et parfois, on aura deux intégrations par partie successives pour aboutir à une intégrale calculable. Donc, c'est un mauvais choix. Donc, si c'est un mauvais choix, je vais faire l'autre choix. C'est-à-dire qu'au lieu de poser U' égale X et V égale exponentielle X, je vais prendre l'autre possibilité, parce que c'est un produit. Donc, je pose U' de X égale exponentielle X et V de X, U' de X égale exponentielle X et V de X égale X. Alors, U de X, donc une primitive d'exponentielle, c'est exponentielle. Et là, vous verrez que c'est intéressant, souvent ce qu'on fait quand on a des polynômes, c'est que, comme je dérive V, au lieu d'avoir X, j'ai 1. Donc j'ai obtenu un polynôme avec un degré inférieur. U et V sont toujours de classe 1. C'est fonction polynomiale et exponentielle. Et j'applique mon intégration par partie. Alors, souvent au concours, on l'écrira avec une intégration. Bon, là, j'ai pas beaucoup de place sur le tableau, mais avec une intégration par partie, pour bien expliquer ce qu'on est en train de faire. L'intégrale de 1 à 3 de x exponentielle x dx. Donc, j'applique la formule. Je mets entre crochets u fois v, c'est-à-dire x exponentielle x à prendre entre 1 et 3, moins intégrale entre 1 et 3 de uv', donc exponentielle x fois 1 dx. Et là, c'est intéressant parce que j'obtiens une intégrale pour laquelle je peux trouver une primitive. C'est la fonction exponentielle. Donc, je vais poursuivre le calcul. Et si vous voulez, l'intégration par partie, il y a à débloquer le problème. Je suis tombé sur une intégrale que je peux calculer grâce à cette méthode.
méthode. Donc là, je continue. Hein. Donc ici, je peux déjà commencer à calculer les images en 3 et l'image en 1. Donc ça fait 3 exponentielle 3 moins 1 exponentielle 1 moins l'intégrale de 1 à 3 de exponentielle x dx. Mais une primitive alors là j'ai 3 exponentielle 3 moins 2 moins une primitive d'exponentielle x exponentielle x. Je peux mettre un peu plus exponentielle x à prendre entre 1 et 3. N'oubliez pas les parenthèses ici, puisqu'on va faire une soustraction, moins exponentielle 3 moins 2. Donc au final, quand je vais simplifier les calculs, je vais obtenir 3 exponentielle 3 moins e moins exponentielle 3 plus e. Les e se simplifient. 3 exponentielle 3 moins exponentielle 3, il reste 2 exponentielle 3. Est-ce que vous avez compris cette méthode d'intégration par partie? Bon, bien sûr, je mettrai la vidéo sur YouTube aussi si vous voulez revoir l'explication. Est-ce que c'est bon ou est-ce que vous avez des questions particulières là-dessus? Monsieur, je n'ai pas compris Qui pour est-ce qui la parle? Anaël. Annelle, oui, d'accord. Tu vas bien? Je n'ai pas compris pour la première ligne, en fait. Pourquoi vous avez écrit 3 exponentielle 3 moins 1 exponentielle 1, en fait. Ah oui. Donc, parce que ici, ça faisait référence au fait que on calculait x exponentielle x entre 1 et 3. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est f de 3 moins f de 1. Ok, c'est moi qui avais mal écrit, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Oui? C'est Axel. Non, c'était juste pour vous demander si vous comptiez renvoyer la démonstration, genre, bah, vous allez le mettre sur YouTube, mais renvoyer en PDF comme c'est à l'habitude, réponse 10 et le corrigé de la réponse. Le corrigé de quelle réponse? Ce 9? qu'on vient de faire. Non, non, ce qu'on vient de faire à l'instant, l'intégration par partie. Vous voulez que je renvoie à quel moment? Pour la prochaine fois? Oui, s'il vous plaît. Alors, comme vous allez envoyer le corrigé de la réponse de ce qu'il y a à faire pour vendredi, Oui? envoyez ce qu'on vient de faire. D'accord, bah, je rajouterai alors. Ouais. Parce que je n'avais pas mis, mais ouais, je vais le rajouter, d'accord. Ok, merci. Monsieur, Oui? euh, c'est Anaïs. Je comprends pas pourquoi c'est 3 exponentielles de x moins x. Enfin, on n'utilise pas la formule où on dit... Attendez, là, je suis perdu. XX. Donc, le 3x exponentielle de 3 moins 1 exponentielle de 1, c'est parce que c'est x exponentielle de x. D'accord, d'accord, c'est bon. En fait, c'est f de b moins f de a, quoi. Enfin, c'est ce qu'on utilise quand on calcule l'intégrale, là. Quand on met entre un crochet avec les bornes. C'est bon? D'accord. C'est Oui, bon? c'est bon. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que c'est mieux comme ça, là? J'ai essayé de faire un peu plus. Je sais que Anaël m'avait demandé de faire plus de choses au tableau. Est-ce que ça vous convient ou est-ce que vous voulez qu'on améliore encore certaines choses? Non, c'est bien comme ça. C'est bon comme ça?
Bon, après, là, on va voir un peu ce qui se passe. Je vous disais, là, on a beaucoup d'incertitudes encore sur la reprise. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Moi, si on doit travailler en groupe, ça va être compliqué d'avancer dans le programme. Puisqu'a priori, à cause de la distanciation sociale, on ne pourra pas travailler à 36. Donc, je ne sais pas trop. Il faut vraiment attendre de voir ce qui se passe dans les prochaines semaines. Donc là, on va essayer de continuer à bien. Là, on avance bien. Hein, j'espère que vous réussissez quand même à suivre. Par contre, je suis un petit peu inquiet quand même sur vos camarades. Là, là vous êtes 23, je crois. Hein. Vous êtes combien là? Vous êtes 23. Vous êtes 23, donc il y en a 13 qui ne sont pas là. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous communiquez entre vous par WhatsApp ou est-ce que vous avez gardé un lien entre vous? Allô, monsieur, Oui, vous m'entendez? oui, oui, C'est Aurélien Christopher. oui. Oui, oui. En fait, il y a certains camarades qui n'ont pas d'internet chez eux ou bien qui ont des nombreux problèmes de connexion. Donc, ça fait qu'ils peuvent pas, des fois, faire les lives. Normalement, j'ai un groupe de travail, on pensait tous venir dans le live, mais ils m'ont dit qu'ils pouvaient pas parce qu'ils ont des problèmes de connexion. D'accord. Comment ils font? Ils regardent sur YouTube après ou? Oui, des fois, ils regardent sur YouTube ou bien ils peuvent demander à d'autres camarades ce que vous avez fait. D'accord. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu difficile là. D'accord. Bon, il faut essayer on va essayer au maximum de. C'est pour ça que j'essaie de poster tout le temps sur YouTube les vidéos. Pour ceux qui ont peut-être des problèmes de connexion à certains moments, ça vous permet toujours de charger tranquillement la vidéo et puis de regarder à la maison. Enfin, à la maison, bon, ça obligatoirement, parce qu'on est tous à la maison. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions particulières? Monsieur, Oui, quand vous avez mis dans la leçon interprétation graphique de l'intégrale. Donc, en oui. fait, quand on calcule une intégrale, bon, c'est une fonction du coup, mais quand on calcule une intégrale, le résultat qu'on donne, c'est obligatoirement exprimé en unité DR. Non, parce que. Alors, si tu calcules l'intégrale de la valeur absolue de la fonction, que tu auras une notion d'air. Mais si tu as un calcul intégral sans valeur absolue, c'est pas forcément une aire, sauf si elle est positive. Pourquoi? Parce que si la fonction est négative, l'intégrale va être négative. Et donc, tu n'auras pas une aire, tu auras entre guillemets une aire négative. Et donc, à la fin, tu n'auras pas eu. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Oui. Voilà. Et en plus, par exemple, si je prends un exemple très simple pour que tu comprennes cette notion. Regarde. Je calcule l'intégrale d'une fonction qui est impaire, donc qui est symétrique par rapport à l'origine. Le cube, par exemple, la fonction cube. J'ai une fonction, je ne sais pas, entre moins 2 et 2, voilà. Peut-être pas la fonction cube, mais on va dire une fonction paire. Symétrique par rapport à l'origine. Quand je vais calculer, donc j'ai une fonction là, j'ai la courbe représentative de la fonction CF. Je calcule l'intégrale de moins 2 à 2 de f de t dt. C'est une fonction impaire, hein, f est impaire. Donc, il y a une symétrie par rapport à l'origine. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que vaut cette intégrale? On ne connaît pas l'expression, hein, mais on sait qu'elle est impaire. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que vaut l'intégrale? On ne peut pas dire que c'est compris Laetitia? entre... Oui, on ne peut pas dire que c'est compris entre moins 2 et 2. Non, enfin, pas forcément parce que les bornes ici, enfin les bornes
n'ont pas de lien particulier avec la valeur de l'intégrale. Pour avoir une fonction pour qui l'intégrale va être 10, 15, etc. Bon, là, ce n'est pas le cas. Est-ce que quelqu'un a une idée? Alors, si justement on fait le lien avec la notion d'air, enfin d'intégrale. Monsieur, Oui? est-ce que ce serait intégrale allant de -2 à 0 Voilà. de moins f de TDT plus intégrale allant de 0 à 2 de f de TDT? Alors, ce n'est pas moins f de TDT, mais effectivement, on pourrait faire une relation de Chasles. C'est une très bonne idée. Ce serait l'intégrale de -2 à 0 de... Alors, je n'ai pas le droit d'écrire moins f de t, puisque je n'ai pas pris la valeur absolue, hein, j'ai dit f de t. Hein, de f de t dt plus l'intégrale de 0 à 2 de f de t dt. Si on découpe en deux comme ça l'intégrale, entre -2 et 0, l'intégrale, elle va être comment? Négative ou positive? Négative. Négative. Et entre 0 et 2, elle va être positive. Si on revient à la notion d'air, comme entre -2 et 0, la fonction est négative. Ça va représenter l'opposé de l'air qui est ici. C'est-à-dire ici, l'air, c'est une surface géométrique de symétrie positive. Donc l'intégrale entre -2 et 0 de f de t dt, si ici je l'appelle l'air A1, et ici l'air A2, mais en fait, ces airs-là, comme la fonction est impaire, elles sont comment? Elles sont égales, parce qu'il y a une symétrie. Hein. Donc je pourrais l'appeler aussi l'air A1. C'est la même aire. Sauf que, comme la fonction est négative, l'intégrale entre -2 et 0 de f de t dt, ça va valoir quoi? Si on fait le lien avec l'air, est-ce que ça va valoir A1 ou -A1? -1. -A1. Si ça, parce que A1, c'est une quantité positive. Donc, c'est l'opposé de l'air, donc ça va faire -A1. Et entre 0 et 2, l'intégrale de f de t dt, ça va valoir A1. -A1 plus A1, ça fait 0. Donc, l'intégrale entre -2 et 2 de f de t dt, c'est 0. Donc, ça répond bien à ta question. Si on prend l'intégrale de la fonction de manière générale, ça ne représente pas une aire, sauf si après on arrive à montrer qu'elle est positive. Et si elle est négative, il faut avoir conscience que le résultat, c'est l'opposé de l'air. En fait, ici, les deux quantités vont se compenser et on va trouver 0 à la fin. Si je voulais calculer l'air, il faudrait, alors ça reprend ce que Estelle proposait, il faudrait prendre l'intégrale de la valeur absolue de f de t dt. Et dans ce cas-là, je vais avoir des quantités positives et je vais me retrouver à additionner 2 fois l'air A1. Puisque j'ai une aire, j'aurai des valeurs absolues, donc quantité positive. Donc si je prends la valeur absolue de f de t de ce côté-là, en fait, ça va être ce dessin qui correspond à la même aire. Et donc, j'aurai 2 A1. Vous comprenez? Oui, monsieur. C'est bon. C'est bon? Monsieur, j'ai une question. Oui? Dans un exercice, vous avez mis moins f de t, il me semble. Pourquoi dans cet exercice-là, vous ne le mettez pas? Vous avez mis moins une fonction et vous nous avez dit que ça ne veut pas signifier forcément qu'elle est négative. Ah oui, ben justement, là, c'était pour calculer l'air. Alors, je peux le reprendre ici, c'est-à-dire que si on veut calculer l'air dessiné en noir ici, il faut que je calcule l'intégrale de quantité positive. Donc, je vais calculer l'intégrale de -2 à 2. Donc là, je suis dans le cadre où j'essaie de calculer l'air hachuré en noir, de -2 à 2 de valeur absolue de f de t dt. Dans ce cas-là,
j'utilise la relation de Chal comme tout à l'heure. C'est l'intégrale de moins 2 à 0 de valeur absolue de f de t dt plus l'intégrale de 0 à 2 valeur absolue de f de t dt. Mais comme la fonction est impaire, et c'est ce que Estelle avait proposé tout à l'heure, comme la fonction est impaire et qu'elle est négative entre moins 2 et 0, comme la fonction est négative, quand je vais enlever la valeur absolue, je vais prendre moins f de t. Donc, ça revient à dire ce que je disais tout à l'heure. Quand j'écris moins f de t, je ne parle pas d'une quantité négative, au contraire, je parle d'une quantité positive. Parce que f étant négative, quand j'écris moins f de t, j'ai une quantité positive. Donc, je vais avoir intégrale de moins 2 à 0 de moins f de t dt plus l'intégrale de 0 à 2 de f de t dt. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, monsieur, c'est bien, merci. Alors, je voulais, la semaine prochaine, enfin pour mardi prochain, je vous donnerai un TP d'informatique justement sur les intégrales. Alors, je voulais juste vous montrer l'intérêt. C'est en fait, vous allez construire un programme, d'ailleurs, qui vous servira, en fait, que vous pourrez enregistrer sur votre ordinateur et qui vous permettra de trouver des valeurs approchées d'intégrales. Alors, c'est intéressant pour, par exemple, vérifier des résultats. C'est-à-dire, vous êtes à la maison, vous calculez une intégrale, vous ne savez pas trop si le résultat est juste ou pas. Je crois que vous aviez ça aussi sur vos calculatrices. Avec le programme Scilab, on peut vérifier. Par exemple, tout à l'heure, quand on a fait l'exercice du cours, on avait calculé l'intégrale de 1 à 3, je crois, de x exponentielle de x dx. Et on a trouvé 2 exponentielle 3. Alors, par exemple, si je veux aller vérifier si on n'a pas fait d'erreur, si je n'ai pas fait d'erreur, je vais vous montrer. On va alors je vais lancer le programme Scilab. C'est un programme que vous ferez pour la semaine prochaine. Enfin, pour mardi prochain, vous travaillerez dessus. Où est-ce qu'il est mon programme? Est-ce que vous voyez Scilab là? C'est bon? Non, c'est pas ça que je voulais mettre. C'était. Attendez, je vais essayer de retrouver Scilab. Voilà, c'est ce programme. En fait, c'est un programme, bon, on travaillera dessus spécifiquement dans un TP. Ici, je vais rentrer la fonction. Donc là, c'était x exponentielle x. Le programme va me demander les bornes inférieures et supérieures. Et il va calculer à la fin, il va faire son calcul. Ça, vous le verrez à travers le TP. Et il va me donner la valeur approchée. Donc, si je lance le programme, donc là, vous voyez, je clique sur exécuter. Là. Je vais dans la console. Alors, je vais arrêter. Voilà. Et je vais aller dans la console pour que vous voyez ce qui se passe. Voilà. Vous voyez, dans la console, on me dit entrer la borne inférieure. Donc, tout à l'heure, on faisait l'intégrale entre 1 et 3. Donc, entrer la borne inférieure, entrer la borne supérieure. L'ordinateur me calcule une valeur approchée de l'intégrale qui est ici. Qui est ici. Voilà, ici. Maintenant, il me reste à vérifier. Alors, pour vérifier, moi, j'avais trouvé 2 exponentielle 3. Donc, pour voir si je ne me suis pas trompé, l'ordinateur, lui, me donne la valeur approchée de l'intégrale. Et de l'autre côté, je rentre mon calcul 2 fois exponentielle 3. Et je vais voir. Et voilà, je trouve à peu près la même chose. Alors, ça reste des valeurs approchées, hein, donc on a toujours une petite erreur. Je trouve la même chose, à peu près. Donc, mon calcul est bon. Voilà, ça sera intéressant de bien travailler, de bien travailler et surtout d'implanter le programme sur votre ordinateur. Le programme que je vous ai présenté tout à l'heure, il est où? Il est là. Il est là. Voilà. Ce programme-là, parce qu'après, il suffit de à ce niveau-là, vous allez à chaque fois modifier la fonction. Et puis, ça donne un programme qui calcule des valeurs approchées intégrales. Donc, c'est assez intéressant.
Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions si vous avez des choses à me dire, par exemple, pour améliorer encore la formation à distance, je suis à votre écoute. Si vous avez des interrogations diverses sur la suite des cours, etc., n'hésitez pas à me poser des questions avec le micro. Vous pouvez me répondre, hein, si vous voulez. Mais sinon, si c'est bon, hein, on se dit à vendredi. Bon, alors, je sais que vendredi, c'est le 1er mai. Mais comme je vous avais expliqué dans le mail, bon, de toute façon, tous les jours se ressemblent un peu. Donc, bon, c'est le 1er mai, certes, mais il faut quand même qu'on continue à avancer. Donc, on va quand même travailler le 1er mai, exceptionnellement. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, c'est bon, monsieur. Bien, mais je vous souhaite un bon début de semaine. Je vais vous envoyer comme d'habitude le travail. Donc, le travail, c'est un petit peu de cours. Là, j'essaie d'avancer un petit peu plus tranquillement pour que vous ayez le temps d'assimiler. J'ai déjà expliqué ça vendredi. Et vous aurez des exercices d'application. Alors, pas tout de suite sur l'intégration par partie. Je vous laisse le temps de faire l'exercice du cours. On y reviendra vendredi. Donc, vous aurez des exercices sur ce qu'on a vu avant, les calculs avec calcul d'air et calcul d'intégrale avec des primitives. Et je vous donnerai aussi le TP pour mardi. Comme je vous ai expliqué, je vous donnerai le devoir maison la semaine prochaine. J'attends qu'on ait terminé ce chapitre pour vous donner un devoir maison sur les intégrales. Voilà, et entre-temps, je n'ai pas encore commencé là, mais à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à corriger vos devoirs maison. Mais bonne semaine, et puis je vous dis à vendredi. Bon courage et à bientôt. Au revoir, monsieur. Au Au revoir. revoir, à bientôt. Au Au revoir, monsieur. revoir.